Écoute, j'ai regardé le match et je pense que j'ai perdu 90 minutes de ma vie sur ce match-là. Parler ballon sérieusement sans prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Et encore une fois, je suis avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Vous connaissez l'adage, vous connaissez la maxime. C'est un véritable plaisir que d'accueillir aujourd'hui, encore une fois, Xavier. Comment ça va, mon Xavier? Ça va pas mal, et toi, ça va? Tu fais ton retour avec la trêve, plus le remplacement, ça fait il est là. quand même, voilà. T'as rechargé un peu en énergie? Je suis en pleine forme pour l'émission. C'est bien, comment va le bébé? Ça, on prend les nouvelles un peu, hein, ici. Il a passé un an, il va bien. Ça va, il va bien. Il marche et tout, franchement, parfait. Autant d'énergie que son papa. Autant, voilà. Et puis j'ai vu effectivement que sur les réseaux, tu mettais en avant pas mal EA. C'est vrai. C'est pas mal aussi. Félicitations pour ça. Merci. Et puis on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Mon Thomas, comment ça va? Très bien, comme d'habitude, chaque semaine, un beau week-end de foot. Il est venu en détente. Ouais, franchement, là, je suis venu en détente parce que j'ai besoin de me décompresser après un week-end assez mouvementé. Oui, parce que tu étais de la partie à Brest-PSG, c'est ça? Tonnerre de Brest, comme on dit. Un match compliqué. Non, le match il était bien, mais tout ce qui était à côté c'était compliqué. Enfin bref, c'est des détails. Les gens ils ont pas. C'est les alentours. Il a raté son vol. Voilà, on ne vous ment pas ici. Il a été annulé. Il a été annulé. Voilà, son vol a été annulé. Bon, il est ici, il est sain et sauf, c'est bien. Et puis notre invité, bien évidemment, aujourd'hui, il est un petit peu spécial puisque c'est un agent de joueur. Mais quand on parle souvent des agents de joueurs, peut-être que vous ne connaissez pas le prénom, mais quand on vous dit justement les éléments qu'il représente, ou plutôt que sa société représente, parce qu'il n'est pas tout seul, ils sont plusieurs, peut-être que ça va vous donner une petite carte d'identité. J'ai nommé Casper Nielsen du club de Bruges, Zakaria El Ouadi, Teddy Thomas, Théo Bongonda, Abdelkahar Kadri, Lucas Tassin, etc., etc. Bonjour, Zoé Récical. Bonjour. Ça fait un sacré CV quand même. Oui, on a une belle écurie avec des bons joueurs, des bons gars surtout. Et je suis content, si on me connaît pas, c'est qu'on travaille bien dans l'ombre. Le plus important, c'est que la lumière va sur les joueurs. Bon, mais c'est bien aussi, puis je pense que tu fais un beau travail aussi pour les réseaux, pour que les gens te connaissent, et c'est comme ça, les amis, c'est la nouvelle génération, et c'est important aussi de savoir aussi se faire voir, et je pense que tu fais justement bien. Ça, c'est un prix parti de ma part, mais voilà. Merci. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde sur Transfermarkt, la deuxième plus grande agence en Belgique, devant, enfin, juste derrière, donc il y a Steer Associates, et puis juste derrière, Gata Société, donc Libera Sports. Qui est la plus jeune du top 10 en Belgique, donc je suis assez fier de l'équipe, des gens qui travaillent avec moi, parce que on a créé l'agence il y a 2 ans, au moment où j'ai quitté une grosse boîte anglaise, et donc en très peu de temps, on a réussi à s'imposer sur le marché en Belgique, mais pas qu'en Belgique, on fait beaucoup à l'étranger aussi, et en peu de temps, on est arrivé déjà à la 2e place, on va dire. Après, l'idée, c'est pas d'être les premiers, etc. C'est vraiment toujours de mettre l'accent sur les clients, sur nos joueurs, et de faire le maximum. Après, ça devient eux nos meilleurs ambassadeurs. Et justement, j'allais te poser la question, Zouer, on se connaît un peu. Je sais que tu es quelqu'un de très déterminé, qui n'hésite pas à faire des kilomètres pour son travail, pour ses challenges, pour les défis, pour tout ce que tu veux réaliser. Comment tu conçois ton métier aujourd'hui? Eh bien, écoute, c'est très difficile à définir. Je vais te dire un truc, c'est notre manière de travailler, c'est qu'on a envie que nos joueurs prennent en charge leur carrière, qu'ils prennent en charge les décisions, qu'ils décident eux de la direction qu'ils veulent donner à leur carrière. Et notre travail à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que leurs désirs deviennent réalité. Donc, tu peux avoir un joueur qui va me dire, OK, moi, je veux l'argent, j'ai 30 ans, je veux le Moyen-Orient. Donc, notre travail sera plus dirigé vers ce genre de projet-là. Tu prenais, par exemple, l'exemple de Lucas Tassin, qui, lui, avait un désir de jouer en D1A. Ce qui n'était pas le cas à Anderlecht. Et donc, mon travail a été, et ça n'a pas été facile d'ailleurs, d'ouvrir les portes pour qu'il puisse avoir un vrai projet D1A dans lequel il aurait un rôle important à jouer, ce qui est le cas au jour d'aujourd'hui.
Et tu le disais, ça, je dirais, ça s'adapte selon les différents profils. Mais comment on fait grandir un joueur aujourd'hui? Comment est-ce qu'on décide, est-ce qu'on planifie avec des années en avance? Quand on vient le trouver en disant rejoins notre entreprise, aujourd'hui, on va te mettre un plan sur 1, 2, 3 ans. Comment est-ce que tu penses en fait la carrière d'un joueur? Est-ce que c'est vraiment individuel ou tu as toujours un schéma de base avec tes conseils, avec ton expérience que tu essayes d'adapter quand même? Écoute, tu as toujours un plan de base. Maintenant, le plan, il vaut ce qu'il vaut dans le sens où tu peux avoir un joueur qui est très bien, puis il a une grave blessure qui fait que tout son plan de carrière change, un jeune qui explose. Donc en fait, tu dois réellement adapter au fur et à mesure de l'évolution son plan et surtout ses désirs à lui, comment il se sent. Et puis tu dois aussi avoir une certaine psychologie en étant honnête avec ton joueur. Parce qu'ils veulent, tout joueur, moi y compris à l'époque, j'ai envie d'aller jouer au Barça ou au Real. Mais au final, tout le monde ne peut pas y arriver. Et donc, tu dois aussi être là pour dire, OK, si tu veux arriver, peut-être qu'il y a une possibilité, peut-être qu'il n'y aura pas de possibilité. Mais avant de penser à aller dans un club comme le Real, Barça, Première Ligue, etc., pense à aller dans un club intermédiaire pour progresser, avoir du temps de jeu. Et donc, on a souvent cette discussion avec des jeunes qui ont 17, 18 ans, où tu dis, est-ce qu'il est plus intéressant d'aller à 17, 18 ans dans une deuxième équipe en Bundesliga ou aller à Saint-Tron en ayant du temps de jeu en équipe première? Et c'est là une discussion qu'on a et c'est, comme j'ai dit, on conseille, mais on décide pas. Donc, à la fin, moi, je donne mon point de vue. Chaque joueur a au moins 2-3 personnes de contact dans l'agence, donc on lui donne notre point de vue. On écoute aussi ce que dit la famille. Et puis, le plan se dessine. Et tu as quand même un rôle, quand je t'entends, quand je t'écoute, qui est relativement psychologique. Tu dois être un peu psychologue aussi avec les joueurs, parce que c'est aussi une manière de gérer les frustrations, leur dire ne va pas trop vite, ne va pas trop haut, fais attention, essaye de calquer un certain objectif et puis passe les étapes petit à petit. En fait, oui, on doit être psychologue, mais on doit aussi être honnête dans notre manière de travailler. Je vais te donner un exemple qui s'est produit cet été. Zakaria El Ouadi. Il est à RWDM, il joue tous les matchs. Et on sait que sur toute la saison, il va jouer tous les matchs, il n'est pas blessé s'il reste à RWDM. Il y a cette option d'aller à Genk. Et on sait qu'à Genk, il y a le meilleur latéral droit du championnat qui est Munoz. Donc ce qui fait qu'en allant là-bas, je lui dis, OK, il faut que tu réfléchisses bien au fait qu'en allant à Genk, tu joueras moins. Peut-être tu progresseras plus aux entraînements, etc. Et puis tu auras du temps de jeu parce qu'ils ont 3 compétitions. Mais c'est un feeling à avoir. Et donc, moi, et je le dis honnêtement, je penchais plus pour rester encore et confirmer RWDM, mais lui a décidé il progresserait plus en allant à Genk. Donc, mon travail a été de faire en sorte de maximiser le contexte de son arrivée à Genk et surtout de faire en sorte que les 2 clubs s'arrangent. Là aussi, assez compliqué, mais Dieu merci, ça a été. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les joueurs décident où ils veulent aller. On est là pour essayer de les aider. Et je suis aussi là pour le soutenir parce qu'il va moins jouer. On sait qu'il va moins jouer. Il le sait, donc il part du principe que voilà, il doit bien s'entraîner, travailler chaque fois qu'il aura l'occasion de montrer ses qualités. Mais quand tu es dedans, crois-moi, c'est plus difficile de jouer un match toutes les 3-4 semaines, alors qu'avant, tu jouais toutes les semaines. Et donc, même s'ils le savent pas avant, au moment où j'arrive, je dis, OK, voilà, on va devoir l'aider, on va devoir le soutenir, parce qu'après 3-4 mois, ça va devenir lassant. En espérant que Munoz parte en janvier. Oui, c'est ça surtout. Oui, c'est vrai que ce sera quand même une opportunité. Il partira de toute façon. Il partira, mais tu as plus de chances de le voir partir en été qu'en janvier, parce que des clubs qui vont déposer 15 millions, 12 millions, je sais pas combien ils vont demander pour un latéral droit en janvier, compliqué. Ouais, t'en as pas des masses. Il y a un autre arrière droit aussi qui appartient toujours à Genk, qui est prêté à Cologne, Carstensen, qui va revenir aussi. Donc c'est. Mais OK. En considération. Moi, je pense qu'au niveau des feedbacks que j'ai eu en interne, ces matchs qu'il a joués, surtout celui contre Gand, ils étaient extrêmement contents. Ouais, il a été bon. Hein. Les matchs qu'il a joués, j'ai bien aimé. C'est le joueur qui a pas cette semaine, mais la semaine d'avant, qui a le plus couru du côté du KRC Genk. Il a un moteur incroyable. Ouais. Quelle dévotion physique, Zakaria El Ouadi. Il est impressionnant de ce point de vue-là.
Et alors, il a dû quand même s'adapter à un nouveau système tactique, c'est ça. une autre animation, alors que le RWDM jouait dans un 3-5-2, il a dû plutôt jouer un peu plus défensivement, descendre, avoir aussi plus d'efforts défensifs. Question de replacement et de positionnement, c'est pas toujours facile aussi, parce qu'il est jeune et qu'il doit encore apprendre, mais pour le moment, les efforts, il les fait et il est plutôt pas mal, Zachary Elwadi. Et ça va le convenir, cette position-là, parce qu'on parle quand même d'un poste d'arrière droit, alors qu'il était piston de base, et que c'est un ailier. Ouais, exact. Ouais. Après, quand tu vois un peu les latéraux de Genk, leur position moyenne est très haute. Hein. Tu vois, Munoz, je le vois très souvent au poste d'ailier. Ouais, c'est ça. Il est plus dans le rectangle Ouais, que voilà. dans le rectangle. C'est un peu la même chose pour Zakaria aussi. Ouais, je comprends. Zouer, il y a une question que je me pose et elle est liée à ta relation humaine avec les joueurs. Parce que quand on est quelque part représentant, je sais que vous êtes plusieurs, mais quand tu dois représenter toute une série de joueurs qui ont des vies, des comportements, des mentalités complètement différentes, je veux dire, ça va de Casper Nissen à Teddy Thomas, on l'a dit, Théo Bongonda, des joueurs qui n'ont rien à voir au niveau de la personnalité. Est-ce qu'il faut être ami avec les joueurs pour être efficace? Et comment tu gères cet aspect qui va entre le professionnel et quand même la relation humaine? Parce qu'un joueur de foot, il a besoin d'être attaché à toi quand même d'une manière ou d'une autre pour pouvoir se lier à toi en termes de confiance. Bah, c'est sûr qu'il faut un minimum de relations parce que il faut une vraie confiance entre le joueur et son agent, parce qu'on parle quand même de sa carrière et par définition de sa vie aussi professionnelle. Donc notre approche de notre côté, c'est très simple, c'est qu'on a toujours 2 personnes de contact pour chaque joueur. D'accord. Donc souvent c'est moi et un de mes collègues qui peut-être sera plus jeune, plus apte à parler d'autres choses, de, je sais pas moi, de voitures, de mode, de PlayStation, etc. Mais donc en fonction des joueurs, hein, même un Casper Nielsen, c'est un grand gamer, faut le savoir. Ah ouais, d'accord. Ah Donc on croirait pas comme ça, mais Excellent. donc en gros, Bah, jouer contre toi à FIFA. je crois qu'il est plus les trucs de combat, là. Battlefield et tout ça. Ouais, je crois qu'il est plus dans... Ça, c'est pas pour toi, je suis désolé. Ouais, voilà. Mais pour revenir à ta question, en fait, on s'adapte vraiment à chaque joueur. Et comme tu as dit, il y a des joueurs qui ont besoin d'une complicité, d'une approche omniprésente. Limite, quand un joueur termine l'entraînement, le match, dans les 15 minutes, tu sais qu'il va t'appeler pour revoir, t'as vu le match, qu'est-ce que t'en penses, machin. D'autres sont plus taiseux, tu les entendras beaucoup moins, et c'est des joueurs qui ont déjà leur vie, etc. Et ils vont te dire, voilà, moi, je sais, j'ai besoin de toi pour ça. Le reste, t'as pas à t'inquiéter, je suis autosuffisant, tout va bien, etc., indépendant. Mais quand ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent quand même t'appeler. Oui, bien évidemment. Et pas que pour le football, pour la vie privée aussi, parce que on part du principe que si ça se passe bien, si ça se passe mal, pardon, au niveau privé, tu auras un impact sur le terrain. Et inversement. Donc, chez nous, le joueur sait qu'il peut compter sur nous aussi bien pour le foot que pour des choses un peu plus privées. Ouais, effectivement. Thomas, tu regardes un peu, c'est vrai que tu as fait aussi des études dans le management du sport, donc ça doit certainement te parler, tout ce que dit Zouer. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit quand tu entends tout ce que nous raconte Zouer aujourd'hui? Non, c'est marrant parce que quand j'ai démarré ces études, que je le disais aux gens, et on me dit direct, ah, tu vas devenir agent de joueur. Et je dis non, c'est pas forcément ce que je recherche, pardon, moi je suis plus dans la communication. Mais je savais pas que tu avais Teddy Thomas dans ton CV. C'est mon joueur préféré d'ailleurs. Ah bah voilà. Ok. On me demande des fois, enfin, quand tu demandes à un fan de foot c'est qui ton joueur préféré, on va te sortir des Ronaldo, des Messi. Bah moi, désolé, c'est Teddy Thomas. Parce que franchement, j'adore son style de jeu, sa personnalité, c'est quelqu'un. Ouais, même son histoire, parce que quand tu sais que aussi, il y a 5-6 ans, il livrait des pizzas. Aujourd'hui, il est un des joueurs majeurs en Ligue 1 en termes de statistiques. Et tu sens le gars qui a une revanche à prendre. Et quand tu travailles avec des gars comme ça, t'as vraiment envie de faire le maximum pour l'aider à y arriver. Parce que bon, pour sortir de l'Union, ça n'a pas été évident. Surtout que dès qu'il me voit arriver à l'Union, il commence à grincer des dents parce que j'ai sorti Casper, Sibe van der Heyden. Ah, il voulait vraiment partir. Enfin, partir. Il voulait. En fait. La Ligue 1, quoi. C'était pas ça il a eu une opportunité d'écrire une histoire qu'il n'a pas pu écrire dans le passé, de par le fait que des gens n'ont pas cru en lui
chez les jeunes, en national, en Ligue 2, ça a été compliqué. Et il a eu cette opportunité de revenir, par la grande porte, dans un projet avec style et le management du club ultra bien défini. Vraiment, les gars travaillent super bien là-bas, à Reims. Et 3, pour lui et sa famille, c'est une espèce de revanche par rapport aux gens qui n'ont pas cru en lui il y a quelques années. C'est vrai qu'effectivement, il a souffert de la nationale, puis la division de Belge, et puis monter en JPL. C'est un parcours exceptionnel, mais oui, dans le mental, il a beaucoup de charisme quand même, Teddy Thomas, quand tu le vois. Ça, pour le gérer au quotidien, ça doit pas être facile. Non, au contraire, il est différent de ce qu'il est sur le terrain. Donc, quand il est sur le terrain, hargneux, machin, etc. En fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Teddy, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et à partir de ce moment-là, on se dirige dans la direction. Il a vu un peu comment je travaille parce qu'il était, il m'a rejoint il y a un peu moins d'1 an. Et donc, parce que, encore une fois, ses copains étaient chez moi. Et donc, encore, comme je disais tout à l'heure, la réussite attire la réussite. Voilà, les joueurs sont mes meilleurs ambassadeurs parce qu'ils se parlent entre eux, ils voient comment c'est carré, transparent, etc. Et donc, il y a eu plusieurs opportunités. Et donc, il a choisi le Stade de Reims parce que dès le premier jour, ils lui ont fait sentir important. Donc lui, il voulait pas arriver, par exemple, tu as dû entendre qu'il y avait Rennes, etc. Il voulait pas arriver dans un club où il devait recommencer à faire ses preuves, mais plutôt un club qui lui dit, voilà, tu arrives, tu es un de nos 3 leaders. Key player, quoi. Voilà, et on va construire autour de toi. Alors, moi, j'étais très content quand il a signé au Stade de Reims parce que j'ai travaillé dans ce club, donc c'est mon club préféré en France. Okay. Et c'est mon joueur préféré, donc il est là-bas. Franchement, pour moi, c'était. Donc je deviens son agent préféré. Voilà, c'est ça, exactement. Super, voilà, ça va devenir le Zmir Essical Football Club ici, ça va être magnifique. Bravo en tout cas, effectivement, pour ce magnifique transfert qui n'a pas été aisé. Effectivement, on l'avait suivi sur Twitter et ça avait fait grincer bien des dents. On va passer maintenant au moment fort de la semaine, bien évidemment, le Ballon d'Or et cette cérémonie du Ballon d'Or. Xavier, tu l'as suivi un petit peu? Plus ou moins. Tu as regardé toute la cérémonie? Non, même pas, parce que le souci c'est que tu connaissais presque le vainqueur en avance, toi, et j'étais pas forcément d'accord avec le vainqueur, donc c'est pour ça que je l'ai pas suivi. Ah bon, d'accord. Ben on va y venir, bien sûr. Pour la 8e fois, Lionel Messi a été sacré Ballon d'Or. C'est assez exceptionnel, forcément. Mais est-ce que c'est mérité, Thomas? Oui, c'est mérité. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que Xavier dit. C'est probablement la dernière saison où il aura autant de prix. Il a quand même gagné la Coupe du Monde, le prix qu'il voulait tant avec sa nation. Il a fait une bonne saison en termes de statistiques, je précise, au PSG, parce que bon, quand on le voyait sur le terrain, c'était pas, il marchait plus que ce qu'il courait. C'est comme ça. Mais après, non, pour moi, c'est un joueur qui mérite et les concurrents n'étaient pas forcément à sa hauteur, même si Haaland l'aurait mérité aussi, mais. Voilà, je pense que Xavier n'était pas d'accord parce que peut-être tu penses que Haaland l'aurait mérité. Bah ça ou même Mbappé ou autre. En fait, le souci c'est que ce que je reproche à Messi, c'est que dans ceux qui votent, il y en a beaucoup qui votent, on va dire par défaut. Je sais pas pour qui voter, je vais voter par Messi, pour Messi, pardon. Et puis je trouve qu'aussi une Coupe du Monde, ça devrait. Après, quand tu votes, tu peux pas l'enlever de ta tête, tu vois. Mais je trouve que les performances en sélection ne devraient pas entrer en ligne de compte pour un Ballon d'Or. Que c'est une performance individuelle. Et Haaland, qui est norvégien, enfin, malheureusement, il va jamais gagner la Coupe du Monde. Qu'un joueur qui est brésilien, français, espagnol et tout ça, il va potentiellement gagner la Coupe du Monde. Donc, déjà, toutes les années de Coupe du Monde, si tu fais partie d'une petite nation, le Ballon d'Or, tu l'oublies. Toutes les années d'Euro, tu l'oublies. C'est pour ça que je trouve que... Bah, historiquement, tu as toujours eu un Ballon d'Or, année de Coupe du Monde, qui aura bien performé. Et de temps en temps, c'est positif parce que tu as des joueurs comme Cannavaro qui l'auraient pas eu s'il n'y avait pas cette Coupe du Monde à ce moment-là. Donc, pour moi, oui, tu peux pas le retirer parce que la Coupe du Monde, c'est quand même un événement qui arrive tous les 4 ans, ultra important, vu par toute la planète. Donc, tu peux pas ne pas le prendre en compte dans ton... Ouais, ça, je suis d'accord. Tu ne serais pas à ne pas l'avoir dans ton esprit quand tu votes, tu vois. Mais à côté de ça, je trouve aussi, genre, par exemple, quand tu écoutes Eden Hazard, que j'aime bien, mais dans son discours, genre, pour sa carrière, il faut lui donner le 8e Ballon d'Or. Mais tu votes sur l'année, pas pour une carrière. Mais alors, il faut créer une distinction qui s'appelle le Ballon d'Or d'honneur et donner non, mais le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur sur l'année, tu vois, ce que je veux dire. Comme un Escar, c'est pas pour, tu vois. d'honneur. Après, ça reste,
ce que Hazard il dit. Faut Non, pas mais le je veux dire, prendre c'est un au exemple sérieux, parmi je tant pense. d'autres. Il y en a plein qui ont voté comme ça parce que c'est Messi, on vote pas pour lui, pardon. tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que tu devrais être, plus objectif, toi, dans Non, tes mais votes, certainement. Ton avis m'intéresse, Zoher. Tu penses que effectivement la Coupe du Monde de toute façon c'est un petit peu l'événement qui va un petit peu tout catalyser et que si on est bon ou pas derrière ça va enclencher complètement le titre au niveau du Ballon d'Or quoi. Tu peux pas juste dire, ok, si tu fais une super Coupe du Monde, t'as le Ballon d'Or. Là, je serais pas d'accord non plus. Dans ce cas de figure-ci, Messi peut aussi s'adosser à une bonne saison en termes de statistiques, etc. 21 buts, 20 passes Oui, décisives avec le voilà, Paris Saint-Germain. ça reste extraordinaire, mais on a l'habitude avec lui qu'il fasse des choses extraordinaires, donc c'est quasi banalisé. Il faut pas le banaliser. Mais oui, pour moi c'est important parce que la Coupe du Monde, c'est l'événement qui nous rend amoureux du football. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, que j'avais 6-7 ans, les tout premiers souvenirs, c'était des matchs de Coupe du Monde. C'était pas un Barça Real ou des matchs de championnat de Belgique. C'était la Coupe du Monde. Même ma femme qui aime pas le foot, elle regarde la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Donc cet événement-là fait en sorte que ça donne plus de valeur encore aux joueurs qui brillent. Puis l'histoire qu'il y a derrière, le fait que il a porté l'équipe nationale argentine sur son dos, la similitude avec Maradona, ça rend les choses. Et puis bon, c'est bien aussi un peu de romantisme dans le football et d'avoir des belles histoires comme ça avec le gars qui. Mais si je pars de ton argumentaire et qui est tout à fait recevable d'ailleurs, ça veut dire que si Cristiano Ronaldo gagne l'Euro, il serait légitime au fait de gagner le Ballon d'Or à 39 ans. Maintenant, non. Pourquoi? Parce qu'il est plus dans un championnat du top niveau. Et d'ailleurs, même si l'année prochaine, Messi te marque 40 buts en MLS et gagne la Copa América, il sera plus, ça sera plus, pour moi, cohérent qu'il ait le Ballon d'Or. Thomas n'est pas d'accord non Ah non, plus. si, justement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Les statistiques en MLS, ça n'a pas la même valeur que les statistiques en Europe. Ça, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Et la même chose pour Ronaldo. S'il en plante 40 en Arabie Saoudite, qu'il gagne l'Euro, franchement, ce serait bête de lui offrir Ouais. le Ballon d'Or. Après, on a quand même eu, on va pas dire une coupe en chocolat pour Erling Haaland, mais la coupe Gerd Müller qui est vraiment dédiée au meilleur buteur. C'est vrai qu'il a marqué 46 buts Moi, je pense. la saison dernière. C'est quand même assez impressionnant. Il a battu quasiment tous les records en Première Ligue. Vainqueur de tous les titres collectifs importants avec Manchester City. Il est deuxième, Kylian Mbappé troisième, et alors on retrouve évidemment Kevin De Bruyne quatrième. Ça laisse quand même un petit goût amer pour Kevin De Bruyne, cette quatrième place. Il aurait peut-être mérité d'aller chipper la place de Kylian Mbappé. Je sais pas. Les jaloux diront que c'est France Football, Kylian Mbappé, meilleur joueur de la France, et Non. triplé lors de la finale de la Coupe du Monde. Ça Bah aussi, oui. ça marque aussi Je pense les esprits. Hein. Je pense ouais, Kylian a fait une bonne saison, puis il a fait une bonne Coupe du Monde aussi. Mais à côté de ça, je trouve que De Bruyne, je l'adore hein, comme joueur. C'est un joueur fantastique. Hein. Kylian, c'est ton ami, hein. C'est pour ça que tu l'appelles Kylian. Hein. C'est un pote à toi. Ouais, c'est plus ça. Mais je veux dire, pour revenir sur De Bruyne, le souci, c'est que je trouve que, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, il était troisième. Ouais. Mais en fait, maintenant, plus les années passent, et encore maintenant, lui, il est souvent blessé, tu vois. Il rate Ouais. beaucoup de matchs, j'ai l'impression. Et le souci, c'est que c'est dur de mettre sur le podium du Ballon d'Or un joueur qui rate beaucoup de rencontres. Mhm. Il a Donc, c'est été pour ça trop que je blessé trouve cette que... saison pour être dans le top 3. Voilà. Et la Coupe du Monde ratée en plus, donc non. Voilà, en fait, on a besoin de Kevin De Bruyne qui va arriver en puissance pour Manchester City, disputer les quarts, les demi de la Ligue des Champions, et puis pourquoi pas faire Remporter briller l'Euro. la Belgique à l'Euro. Et Remporter là, l'Euro. peut-être cette année-là, l'année d'après, peut-être voir un Kevin De Bruyne. Mais quand on peut réfléchir un peu à la Belgique, celui qui est le plus proche à l'avenir, on va dire 2026, 2027 de le C'est remporter, c'est Jérémy Doku. Bah oui, Bah 40 oui. fois. Ah, tu n'es pas d'accord, Zouérou, tu es pensif. Le Ballon d'Or est pas fait pour des joueurs comme De Bruyne ou même peut-être Doku aura peut-être plus de chance, mais Ouais. c'est pas fait pour des joueurs comme ça. Je vais te dire, Iniesta, à l'époque où il gagne la Coupe du Monde, etc. 2010, C'est ouais. un joueur qui est extraordinaire. Je me rappelle pas avoir vu un joueur qui me donnait le sourire autant qu'Iniesta. Il n'a pas gagné. Parce que le Ballon d'Or est plus
fait pour des joueurs qui sont qui sont les buteurs, Ouais. les mecs qui Joueur offensif. voilà, qui vont aller chercher les plus gros sponsors avec. On dit que le Ballon d'Or est politique, c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Mais le football est politique, tu sais, donc je sais pas si tu le savais déjà. Si, je le sais, mais ça fait toujours bien de t'entendre là-dessus. Non, ça oui, mais par contre, ouais, Doku sera probablement dans les prochaines années dans les Oui. top 5. Il ne gagnera pas à mon avis, mais il sera. J'espère que je me trompe. Mais je pense que là maintenant on est rentré dans une ère où Haaland et Mbappé vont se disputer 3-4 ans. On va partir vraiment sur une bataille. Vous êtes d'accord, Thomas, Ah Xavier? oui, faut attendre la retraite de Ronaldo. Enfin, Ronaldo, on peut déjà peut-être l'enlever, mais la retraite Ronaldo-Messi, ça sonnera. Ronaldo, il va début, voir les combats de boxe à Riyad. Ouais. Ça y est, il a été voir Tyson Fury et on Ngannou. passera à un autre duo, quoi. Mbappé, Ouais. Haaland, comme il disait. Bah, il y a peut-être un problème, faut Oui. pas oublier Bellingham. Hein. Enfin, s'il continue sur le début de cette Ah, saison, ça, c'est sûr. et en plus il est en anglais, donc il fera peut-être un bon euro aussi. Non, c'est vrai. Tu m'offres Faut une l'oublier, transition parfaite, effectivement. Bah oui, j'allais en parler. Jude Bellingham, c'est incroyable, Xavier. On a l'impression que tu as lu le conducteur. C'est magnifique. Voilà, ça c'est un homme qui lit le conducteur. Les Thomas, préparer. tu vois, prends un peu note. Moi, j'ai même pas ouvert. Non, je rigole. Effectivement, Jude Bellingham qui a reçu des mains d'ailleurs d'Eden Hazard, le trophée Copa. Alors, est-ce que c'est peut-être effectivement la bonne étape pour lui, pour voir peut-être, parce que lui, il a la possibilité de gagner la Ligue des Champions et derrière de gagner l'Euro avec l'Angleterre qui reste favorite du championnat d'Europe. Est-ce que peut-être on peut le voir aller bousculer un peu l'ordre établi en fait. On parle d'Haaland, on parle de Mbappé, mais pourquoi pas le grand Jude? Bah, actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a pas débat. Même si De Bruyne il est blessé, donc il n'y a pas de concurrence réelle actuellement. Mais non, c'est le meilleur milieu de terrain, jeune, très productif, qui peut marquer, qui joue dans un des meilleurs clubs du monde, qui peut, comme tu disais, potentiellement gagner l'Euro avec l'Angleterre. Donc non, ouais. Je pour fais moi, une mot c'est- parce que je suis pas totalement d'accord. Bah avec ce que vas-y. Pour moi, il est dans le top 5 et il sera dans le top 5 dans les prochaines années. Mais milieu de terrain, Musiala est pour moi plus fort que Bellingham. Bellingham, si on reprend le dernier Classico, quand il avait Gavi, il n'était pas dans le match. Et c'est quand il y a un changement avec... bon, je peux pas déjà dire que c'est ma fraude, ça sera pour une Ouais, prochaine ce sera émission. plus tard. Mais on va dire quand il fait un changement et qu'il a plus de liberté, là tu vois que et puis bon, ça je dis pas que c'est du très 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 haut niveau. Mais j'ai eu la chance de voir Musiala Ouais, il est très bon aussi. à la Coupe du Monde dans une équipe allemande où t'as des Müller, etc. Le gars, t'as l'impression qu'il vient de sortir de l'école. Il est tout timide comme ça avec son casque avant le match. Mais pour moi, il a pas encore la médiatisation que Bellingham a. Mais le jour où il l'aura, et le jour où il sera dans un club qui met plus de choses autour de lui, ce qui n'est pas le cas au Bayern, je pense que il y aura aussi. T'as le combat des Mbappé-Haaland devant. T'auras le combat. Bellingham, Musiala. Je mets quand même Pedri aussi. Je le rajoute quand même dans leur combat. Mais Il est ils toujours auront un blessé, petit- Pedri, qui va revenir là de blessure. Ouais, il est Pedri. souvent blessé pour un Parce que moment. lui, quand il est au top, t'as Pedri, Gavi, Bellingham. Il manquerait plus qu'ils les prennent au Real Madrid, les deux. Les Ouais. autres, et là, on va s'amuser. Mais Mais c'est t'as pour moi. t'as une belle génération qui arrive. Quand C'est même. pour moi ce qui manque en fait à Musiala avant d'arriver et de montrer les choses, et on va y arriver bien sûr avec ce match, ce classico de ce week-end avec le Barça contre le Real. Il faut pouvoir assumer, avoir les épaules pour être du Real Madrid. Eden Hazard évidemment l'a appris à son triste sort. Il faut pouvoir assumer ce poids d'être joueur du Real Madrid. Le dernier Allemand qui avait réussi à le faire, il s'appelle Mesut Özil. Il avait fait très très bien. Mais est-ce qu'il sera capable de faire comme Jude Bellingham, d'aller aspirer toute la pression et devenir le catalyseur et la star de cette équipe? Voilà, moi j'ai encore des doutes. J'attendrai de le voir d'abord sous un maillot pareil que pour pouvoir le faire. Il est la priorité d'ailleurs de Pep Guardiola à Manchester City cet été. Donc on verra s'il arrivera peut-être à remplacer Kevin De Bruyne, qui pourrait partir lui aussi du côté de l'Arabie Saoudite. On verra. En tout cas, il a déjà des bons émoluments, donc il va pas se plaindre. Hein. Fais pas Effectivement. ça, s'il vous plaît. Non. Bon, quand on voit qu'il était même pas à la cérémonie du Ballon d'Or, je pense que comme il le dit très bien, il s'emballe et c'est 3 petits points, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un Eden Hazard, mais un peu plus. Un peu plus tonus. Ouais, Voilà, un peu plus caractère. justement nonchalant. Alors, après sa victoire justement dans le Classico, le Real Madrid a-t-il pris l'ascendant psychologique sur le Barça pour le reste de la saison en Liga, Zouir?
Non, je pense pas. On est beaucoup trop tôt dans la saison. Si on regarde en termes de jeu pur, j'ai pas vu le Real au-dessus du Barça. Je vois même une très bonne première mi-temps du Barça, sachant qu'ils ont beaucoup de blessés. Mais c'est le championnat d'Espagne, il se joue pas spécialement toujours sur des confrontations directes. C'est vraiment beaucoup sur la capacité à gagner Cadiz, à gagner Séville, à gagner le poil à gratter Real Sociedad, qui à mon avis Pour gagner l'Atlético Madrid aussi. Voilà, donc c'est plutôt et le Real a perdu beaucoup les dernières années sur ces confrontations contre l'Atlético Madrid en fait. Là où le Barça bat l'Atlético, eux ont toujours eu des difficultés. Pour moi, on est trop tôt, mais ça risque d'être un championnat intéressant parce que au-delà de Real Sociedad, t'as aussi Girone qui est encore là. Ça joue ça joue un très beau football. J'aime beaucoup le championnat d'Espagne cette année. C'est agréable à suivre. C'est en train de devenir de plus en plus excitant, effectivement, avec des vrais contenders qui se retrouvent comme ça ici, un petit peu surprise. Hein, Gérone, qui s'attendait à voir Gérone au-dessus. En termes de football aussi, ça fait partie du City Football Group. Oui. Si je ne me trompe toujours. Exact. Donc c'est encore un très bon travail de Pep Guardiola, qui est le frère de Pep Guardiola, qui est à la tête de la direction sportive de cette. Et pourtant, ils n'ont pas fait beaucoup de transferts entrants. Hein. Ça ressemble beaucoup à l'équipe de la saison dernière. C'est ça qui est. C'est sans doute aussi pour ça que est passée peut-être la magie du tiki-taka de l'époque du Barça. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Gérone. Mais pour revenir sur cette équipe du Real Madrid, on a vu vraiment une histoire complètement changer. D'abord, un Real très mal dans cette rencontre, en difficulté, le Barça qui arrive à tenir, qui a marqué très rapidement aussi, ça leur a permis de gérer, et puis le réveil par Bellingham, par aussi l'entrée qui a fait beaucoup de bien de Luka Modric dans ce milieu de terrain. Comment vous sentez ce Real Madrid? Est-ce que ce Real-là peut aller chercher quelque chose de plus cette saison? Vous avez parlé bien sûr de la régularité du Barça en Liga, je le comprends très bien, mais par exemple en Ligue des Champions, est-ce qu'on peut compter encore une fois sur le Real Madrid? Est-ce qu'ils font partie des favoris véritablement? Je pense comme toutes les années, il va falloir compter sur eux. Après, quand tu arrives dans le dernier carré ou autre, des matchs plus ou moins à élimination directe ou aller-retour, c'est toujours compliqué, mais je pense qu'il faudra compter sur eux. Mais pour en revenir sur la Liga, moi je pense que cette année, ça va être pour eux et pas pour Barcelone, parce que tout simplement, l'année passée, Barcelone, ils jouaient que la Liga. Ils ont un effectif encore assez jeune. Même pour le coach, gérer la rotation, gérer l'effectif de jouer tous les 3 jours avec la Coupe d'Europe, c'est pas pareil que de préparer un match par semaine. Est-ce qu'il leur manque pas quelque chose, Xavier, au Real Madrid? Devant, moi, ça me laisse quand même encore un petit peu sur oui, ma mais faim. ils trouvent toujours des solutions au final. Il faut quand même, quand tu vois leur banc, quand tu vois que Luka Modric, il joue jamais, il rentre toujours juste pour faire la différence. Oui, c'est vrai. Et que tu peux te permettre de l'avoir. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que au Real, tu as plus d'expérience. Tu as des joueurs qui ont l'habitude de jouer qu'un match, ça dure 90 minutes et de jouer tous les 3 jours. Physiquement, ils sont prêts. Tandis qu'à Barcelone, je pense qu'ils sont encore un peu plus jeunes. Ça va venir. Mais gérer toute une saison où tu joues tous les 3 jours comme ça, peut-être qu'ils vont pas y arriver. C'est peut-être pour ça que la Liga va leur échapper. J'ai un joueur que je trouve absolument fantastique qui vient de Division 3 espagnole, qui avait 19 ans, puis ensuite il a été recruté en 2022 au Barça B, c'est Fermin Lopez. Fermin Lopez qui est fantastique, mais quel joueur! Ça aussi, c'est des trouvailles comme ça. C'est dingue. Quand on est agent de joueur, on aimerait se retrouver dans la position de l'agent de Fermin Lopez. C'est sympa. Quand tu viens de Détroit et tout de suite tu deviens la star du Real Madrid comme ça en une saison, c'est fou quand même ce destin, Zoé. Oui, après il était connu dans le microcosme du football espagnol. Okay. Mais il lui a fallu en effet d'aller dans un club filial, je crois du Barça en 3e division pour avoir du temps de jeu. Et c'est pour ça que c'est pas plus mal pour un jeune joueur de temps en temps de se dire ok, je vais aller jouer en D2 ou en D3, jouer chaque semaine, prendre du temps de jeu avant de revenir et de pouvoir peut-être m'imposer. Tu conseillerais toi de faire le step back à un de tes joueurs? Oui, j'ai l'un ou l'autre joueur qui est dans ce cas-là. Où ils partent en D2 dans l'équipe filiale pour jouer 90 minutes chaque semaine et pouvoir progresser, parce que on peut s'entraîner tant qu'on veut, ça vaudra jamais les matchs. Et donc l'expérience que tu acquiers en jouant chaque semaine, ça va t'aider à pouvoir passer un cap. Après, ça dépend des clubs. Avec tout le respect que j'ai pour Serein, c'est pas un projet qui te permet réellement de progresser autant que si tu vas, ou si ce qui se passe maintenant avec les deuxièmes équipes de Bruges, dans RSA Futures et tout ça, tu vois la progression.
Reprenons l'exemple de Stassin. Il a fait une saison en D2 où il a été un deuxième meilleur buteur. Ça lui a permis de progresser. Or que s'il avait joué dans un championnat de U21 assez anonyme, au final, est-ce qu'il serait là où il est aujourd'hui? Je peux pas te le dire. Alors, tu prends l'exemple de Stassin, je trouve très intéressant. Je vais te donner la parole après Thomas, bien sûr. Je pense que tu vas dire ce que je vais dire, mais je te laisse là-dessus. Mais est-ce que la clé des joueurs, c'est pas la patience? Est-ce que la clé chez un joueur que tu représentes, c'est pas celui qui va tout de suite pouvoir comprendre ton message en disant aujourd'hui, il va falloir que je prenne et que je mange mon pain noir et que je passe cette saison dans un club de D1B, que je puisse le comprendre en tant qu'individu pour pouvoir continuer à progresser, que je me dise qu'en fait, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. On est tout à fait d'accord. Après, les joueurs, si tu leur expliques bien, ils le comprennent. Si t'as devant toi Lewandowski qui est numéro 1, il faut travailler. L'exemple dont on parlait tout à l'heure avec Zakaria El Ouadi est un bon exemple. On sait que c'est Munoz qui est premier. Il le sait, il l'accepte, il travaille pour rendre les choses difficiles pour Munoz, pour le coach, et être prêt le jour où Munoz va partir. Donc, lui le comprend, l'accepte et est patient et travaille. Peut-être que d'autres joueurs seront moins patients. Certains ont raison de pas être patients parce que il y a des jeunes joueurs qui sont prêts et donc je vois pas pourquoi sous prétexte qu'il a 18-19 ans, on va dire ouais mais t'es encore jeune, t'as le temps, etc. S'il est prêt, il peut jouer. Donc s'il peut pas jouer dans ce club-là, il faut lui trouver un club où il peut jouer. Donc pour moi la patience, oui, mais pas par défaut parce que c'est un jeune. S'il est pas prêt, il faut être patient à travailler. Mais s'il est prêt, alors il faut trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, un moyen de le faire jouer. Thomas. Le meilleur exemple, je pense, d'un joueur D1B qui joue maintenant en division 1, et on parle de patience aussi, c'est Théo Léoni. C'est un joueur mais exceptionnel pour moi, vraiment, avec ce qu'il a encore montré contre Louvain. Je le vois vraiment un diable rouge dans les prochaines années. Vraiment. Exceptionnel, ça veut dire, le terme c'est qui fait exception. Tu trouves que c'est un joueur qui fait exception? Mais son intelligence de jeu, la rapidité, sa précision de passe, sa vision du jeu, elle est incroyable. Je pense qu'on le sous-estime vraiment. Il joue très bien là maintenant, mais je pense qu'on sous-estime le fait qu'il peut encore progresser, qu'il peut vraiment devenir un très bon joueur. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des éléments d'expérience derrière qui vont pouvoir faire le sale boulot au niveau défensif et d'avoir aussi devant des vrais manieurs de ballon qui vont pouvoir aller chercher le jeu dominant. Donc lui, dans ce rôle d'interrelation, il est très très intéressant. Ah ouais, En fait, il est très bien dans cette équipe parce qu'il est justement, voilà. Moi, j'attendrais quand même de voir quelques joutes européennes, si je peux me permettre, pour clairement. pouvoir encore peut-être aller chercher le step up parce que j'ai pas encore toutes les garanties que je veux pour me dire ok, ce mec-là va être diable rouge. Il est très bon, il a encore mis une super passe décisive là pour le but de Maurice Trokens, super. En un temps direct, c'est hyper intelligent. On sent qu'il sent le football, qu'il est beau à voir jouer, etc. Mais allez, il me manque encore quelque chose au niveau européen. Ouais, voilà. Théo Léoni, c'est un exemple de joueur qui a été trop patient. Trop patient. Parce que pour ceux qui l'ont suivi, et j'en fais partie, il était déjà prêt il y a 2 ans. Ouais. Mais on lui a jamais réellement donné sa chance. On a fait passer des joueurs devant lui, certains pour raisons politiques, je dirais. Mais le Théo Léoni que vous voyez maintenant, c'est le même qu'il y a 2 ans. Sauf qu'il y a 2 ans, personne le voyait parce qu'on l'a pas mis sur la lumière. C'est une dinguerie. Donc pour moi, le garçon a perdu 1, 2, 3 ans de carrière vrai, parce que ce qu'il fait maintenant, il aurait pu le faire il y a 3 ans et il serait peut-être déjà à un autre niveau. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, et tu connais le marché du football et tu connais les clubs, quand on dépasse ce cap des 23 ans, on perd en attractivité au niveau des grands clubs. Et donc forcément, on a aussi un regard qui est différent. Et donc pour lui, la carrière sera peut-être aussi différente. Les clubs qui vont se positionner sur lui seront aussi peut-être différents. Clairement, parce que les top joueurs de 23 ans, tu regardes le nombre de matchs en professionnel qu'ils ont joué, t'es déjà bien au-dessus de 100 matchs en pro. Ce que Théo n'a pas au même âge, parce que il a été mis un peu de côté très longtemps. Donc un club qui va aller chercher un joueur qui a, je crois que c'est un an de moins, mais Doku
regarde le nombre de matchs professionnels qu'il a joué malgré ses blessures qu'il avait en France. Et tu vois Théo Léoni qui a 1 an de plus, le nombre de matchs professionnels qu'il a fait. Et tu vois, et c'est là tu vois la différence. Quand tu prends un joueur de 23 ans que tu vas mettre 10 millions, 15 millions, 8 millions, peu importe, tu veux que ça soit un joueur qui soit déjà affirmé. Si tu le prends à 18, 19 ans et qu'il a fait que 20, 25 matchs pro, c'est logique. Mais à 23 ans, tu peux pas avoir fait 30 matchs pro. C'est t'as raté déjà une période importante de ton apprentissage en tant que footballeur professionnel. Ouais, je crois qu'en D1B, il a quand même pu progresser sur certains aspects aussi. Maintenant, mais c'était l'année passée, c'était 1 an, donc pour moi, c'est pas assez. Ouais, je peux comprendre aussi effectivement ton avis là-dessus. D'ailleurs, on parlait du Sporting d'Anderlecht. Très belle victoire avant d'arriver sur le club de Bruges de la part du Sporting, qui commence tout doucement aussi à proposer un football de plus en plus intéressant, Thomas. Ça aussi, c'est bien pour le Sporting. Mais franchement, la prestation contre Louvain, je pense que c'est la meilleure de la saison. Ils étaient vraiment très, très, très forts. Dreyer, Hazard et Léoni, je trouve ça tellement bon. Brondelberg, lui, il a juste à mettre son pied et marquer les buts. Mais il les marque, quoi. Il est là. Et c'est si je peux me permettre, un vrai bonheur de voir Mario Strokens enfin s'épanouir dans cette équipe. Je trouve que c'est un super joueur de foot. Et je me suis toujours dit, mais quand est-ce qu'on va le voir vraiment? Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin voir ce dont il est capable sur le terrain? Quand est-ce qu'il explose? Parce qu'on en parlait tellement, on en disait tellement. Il faisait partie de ce qu'on appelait le diamant chez les U18 à Anderlecht à l'époque, avec les Samuel Mbangula, avec les Nongué, avec il y avait aussi comment s'appelle-t-il, Roméo Lavia, etc. Cette génération de 2004 était très forte. Bilal El-Kanous aussi. Bilal El-Kanous, voilà. Mais tu ne le représentes pas, celui-là. Ça m'étonne que tu en parles. Mais pour le reste, forcément, c'est intéressant de voir un Mario Strokens. Lui aussi, il peut apporter quelque chose à ce Sporting. Maintenant qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026, peut-être que ça peut lui donner aussi le petit déclic mental, Thomas. Mais moi, je suis pas très convaincu par son. Ouais, je pense que c'est par rapport à sa position dans le jeu. Il est au milieu de terrain, il manque un peu ce côté défensif. On l'a vu contre le Standard, il était là, ils ont pris l'eau au milieu de terrain. Et donc non, moi je suis plus fan d'un Flips à cette position-là, dans le noyau anderlechtois. J'aimerais plus voir Flips que Struikens à cette position. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu plus de mal avec Struikens et il voir manque un peu ça de finesse pour ce poste-là. Ouais, je trouve aussi c'est pas son. Plutôt sur un côté alors. Ouais, plus, je pense. Moi, je pense aussi, comme toi. Je pense qu'il a des qualités, mais il doit plus aller sur le côté. Mais j'attends quand même beaucoup de ce Mario Strokens. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on en parle et il a quelque chose dans le dynamisme, dans la double accélération. Allez, il a quelque chose dans son football. C'est parce que t'as pas encore vu Flips. Mais t'inquiète, tu changeras d'avis. Oui, bon, bien sûr, mais tendance à chérir les Belges. Ici, on a une émission belge, mon ami. Oui, je sais. Flips, il est bien sympa, mais il reste français, tu vois. Donc. Ouais, mais non, moi je fais pas par rapport à la nationalité, c'est vraiment. Voilà, l'objectivité totale. Le talent du joueur. Xavier, prends-en de la graine. Voilà. Non, c'est objectif quand même. J'essaye. Voilà. Allez, on va parler du club de Bruges après sa victoire contre Lugano et sa victoire in extremis face à l'Antwerp Football Club. Avez-vous été rassuré par le club de Bruges? Tiens, Xavier. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais en soi, ok, il gagne, mais au final, il gagne contre Lugano, qui est 6 ou 7e en Suisse sur 12 équipes. Et le championnat suisse, c'est quand même pas le meilleur championnat, donc tu peux dire que c'est une victoire de prestige ou quoi. Ils jouent pas le titre en Suisse, quoi. Et l'Antwerp, ça reste l'Antwerp en Belgique. On a l'impression que c'est un gros club, je dis pas le contraire. Mais c'est une victoire en 9 matchs. Donc ils sont pas dans la meilleure période de leur vie non plus. Je vais pas dire qu'entre guillemets, pour le moment, tout le monde ne perd pas contre l'Antwerp, mais presque. Donc, ok, Bruges a fait un bon match et tout ça, je dis pas le contraire. Mais tu peux pas être rassuré en ayant affronté ces deux équipes-là. C'est ça que je veux dire. Zoé? Écoute, j'ai regardé le match et je pense que j'ai perdu 90 minutes de ma vie sur ce match-là. C'était hallucinant. T'avais l'impression qu'il voulait pas jouer. Et pour moi, non, Bruges ne se rassure pas en termes de jeu, mais se rassure en termes de points. Et crois-moi que dans une saison, c'est important aussi de prendre des points. Et parce que tu peux pas être au top tout le temps. Et bon, ils prennent quand même 3 points sur un concurrent direct pour les playoffs 1, ce qui est non négligeable. Mais bon, voilà, c'est la seule chose que tu peux prendre dans ce truc-là. Mais pour le reste, ouais, c'était en termes de jeu, c'était très faible. J'ai pas compris. Mais ça va passer à la trappe contre l'Union, certainement, Thomas.
Peut-être ou peut-être pas, parce Peut-être que pas. c'est la bête noire, faut pas oublier, hein, de l'Union Club de Bruges, c'est toujours compliqué pour eux. Je pense que eux s'en rappellent. Le dernier match des playoffs a marqué un petit peu les esprits. Ouais, c'est un peu leur bête noire, donc je sais pas trop. Par contre, moi, j'ai pas été rassuré par le Club de Bruges non plus. Par contre, je suis rassuré de la position du numéro 9. Pour moi, c'est Jutgla qui doit jouer en 9 et pas Thiago. Ça, je suis rassuré. Il a encore prouvé que c'était lui qui devait jouer à cette position-là. Et c'est lui qui débloque le match avec un but absolument barcelonesque. Ouais. Hein. Ouais, non, mais ouais, c'est incroyable, son but, il est fantastique. Et je pense aussi, même si son début de saison est compliqué et que son agent est à côté, ça n'a rien à voir, mais c'est réel. Je pense que si tu joues avec un Nielsen à la place de Vetlesen, je pense que ça peut mieux rendre. Et un Nusa surtout, aussi à gauche. Tu mets Nusa, Nielsen et Jutgla, je pense que c'est la bonne formule. D'autant que le cadeau qu'il a offert à Beşiktaş, c'est quelque chose qui a dû vraiment je pense, lui faire trotter dans la tête. Est-ce que toi, tu en as parlé avec lui? On en a parlé directement après le match. Et c'est du Casper Nielsen, donc son objectif premier était déjà de marquer, faire un assist, faire une action pour faire oublier ça. C'est pas quelqu'un qui doute, loin de là. Et donc maintenant il a travaillé pour revenir dans les bonnes grâces du coach. Je pense que contre Lugano il a fait un très très bon match. Contre Anvers, en fait il donne une stabilité parce que le Vetlesen est un bon joueur mais qui fait des erreurs qui coûtent quand même cher. Je pense à la glissade contre Courtrai, mais il a un jeu à risque, des pertes de balles qui peuvent coûter cher, surtout que la défense actuelle au club de Bruges, c'est pas top. C'est ça, quoi. On a l'impression qu'ils veulent mettre en avant Spielers pour le fait de le vendre ou le faire augmenter sa valeur marchande, mais pas nécessairement parfois ça ne leur rend pas service. Hein. Mais ils ont pas d'autre choix. Tu vas mettre qui? Il n'y a pas d'autre solution. Mais ils sont info mercato. Allez. Ils sont à la recherche de 1 voire 2 défenseurs centraux. Mais pour revenir à ce que tu disais, en effet, Casper va donner peut-être un peu plus de balance au milieu, surtout pour casser des contre-attaques et des projections adverses, parce que il a plus peut-être d'expérience par rapport à ça. Mais il y a quand même 2 ou 3 joueurs qui sont pour l'instant en dessous du niveau ou pas assez réguliers. Parce qu'un Skovholsen, quand il est au top de sa forme, tu l'arrêtes pas. Et Nusa, j'aime beaucoup Nusa aussi. Thomas, la semaine dernière, a fait une réflexion que j'ai trouvée hyper intéressante. C'est le facteur égoïste des joueurs du club de Bruges. Est-ce que parfois aussi, tu peux ressentir que ces joueurs jouent pour leur pomme, qu'il y a un côté un peu, on n'est pas ensemble, quoi. Il n'y a pas vraiment de sweat and glory. À un moment donné, on joue un peu pour sa carte, quoi. On joue pour son transfert, on joue pour se mettre en avant. Qui aujourd'hui, Skovholsen est un joueur très particulier, il faut le savoir. C'est pas un gars qui pense à un transfert à Manchester City, etc. Il est vraiment dans le plaisir du football, un peu comme Hazard. Ah bon? Je pensais le contraire. Non, c'est pour te dire, je sais pas si c'est une info ou pas, mais il a refusé d'aller en Allemagne, il a refusé d'aller en Angleterre. Le gars voulait retourner à Copenhague pour être avec ses copains. Donc, oui. Donc, okay. C'est un gars qui est là. S'il est heureux de jouer, tu vas voir et s'il est pas content parce que il n'aime pas 2-3 trucs, c'est bon, tu le verras pas. Et donc, c'est un gars qui joue pour le plaisir de jouer. Mais, encore une fois, voilà, t'as Nusa, Skovholsen, t'en as pas des masses qui peuvent revendiquer un transfert à Arsenal ou West Ham l'année prochaine, à part ces 2-3 joueurs. Donc, ok, tu joues pour toi, mais pour aller où? Moi, je pensais vraiment qu'il était dans cette optique-là. Je joue, j'ai envie de partir dans un championnat plus huppé. La même chose pour Buchanan. Pour moi, c'était 2 joueurs très égoïstes. Buchanan, oui. En fait, t'as l'impression, lui, il est toujours fâché de jouer. Ouais, c'est ça. Mais j'ai cette impression aussi avec Skovholsen, il fait toujours la tête, genre. Je peux pas. Non, mais lui, c'est une autre raison. C'est le club a accepté une offre pour l'Allemagne et il a pas voulu aller. Ok, parce que lui, il voulait aller à Copenhague chez ses copains, football, bière. Mais c'est intéressant parce que vraiment j'avais une image, l'image opposée de ce que tu racontes là maintenant.
Ouais, un club de Bruges qui d'ailleurs a fait des profits à hauteur de 178 millions d'euros, bilan absolument incroyable financièrement. J'ai envie de dire, même s'il n'y a pas la Ligue des Champions au bout, il y a quand même une gestion assez incroyable. Avant peut-être une vente aux Américains, en tout cas on verra. C'est ce que Bart Vrag avait pu laisser sous-entendre à un certain moment. Donc club de Bruges, on avance ou pas? Vous êtes pas convaincu? Non. Vous n'êtes pas convaincu? La suite au prochain épisode alors? Du coup, parce que c'est l'heure de votre séquence préférée à vous, et certainement la vôtre aussi, c'est le crack ou la fraude. Le crack ou la fraude, on démarre avec Xavier. Le crack ou la fraude? Moi, de base, j'aime bien prendre des fraudes pour mettre en avant. Et ici, je vais pas mettre un joueur, et je sais pas si je dois mettre une équipe ou le coach, mais sur le terrain, c'est des joueurs et pas le coach, donc je vais dire que ça va être l'équipe. Pour moi, la fraude, c'est le RWDM. Ah, ok, d'accord, une équipe, c'est intéressant. Voilà. C'est la première fois que c'est le cas dans l'émission. Mais je peux prendre une équipe. Bien sûr, fais-toi plaisir, mon pote. En fait, je trouve qu'il joue bien, c'est une équipe qui me plaît et tout ça, je dis pas le contraire, mais le souci, c'est que comment tu peux, depuis le début de la saison, tout le temps, te faire avoir et encaisser des buts et faire des idioties à Nantes +2, Nantes +3. Tu sais que si tu enlèves les goals qu'ils ont encaissés dans les arrêts de jeu, ils ont 7 points en plus, ils sont 6e devant le club de Bruges. Et toutes les semaines, tu répètes les mêmes erreurs. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois. Mais ça peut pas arriver toutes les semaines. D'accord ou pas? Qu'est-ce que vous entendez Non, il a un très bon point, il a raison. Je regardais pas le match, mais j'avais des notifications. Donc quand je vois qu'ils égalisent, je crois 1-1. Quand même, ils ont réussi le truc, etc. Et puis je vois la notification 96e 2-1 pour Saint-Tron. J'ai eu la même réaction. C'est un running gag en fait. Ouais, c'est parce que c'est système. Maintenant, je crois que les mecs, psychologiquement, ils doivent être atteints quand ils arrivent à la 85e, 87e minute de jeu. Ah, ils ont peur, en fait, d'encaisser un but, c'est ça, en fait, Thomas? Ouais, mais après, je pense aussi que c'est de la malchance, parce qu'on peut pas vraiment, c'est toujours vraiment dans les dernières minutes. Ouais, mais c'est tout le temps. Ouais, la semaine dernière, c'est pareil. Ils prennent une passe en profondeur à la 93e alors que tu gagnes 1-0. On joue plus bas. Oui, mais je pense que mentalement, c'est comme le Felice Time à un moment à Charleroi. Donc, ils se conditionnent eux-mêmes qu'il va y avoir un danger sur leur but, alors qu'à l'époque, Charleroi, c'était l'inverse. On se disait, on va marquer. Quoi qu'il arrive, c'est le moment. Ouais. Exactement. Et il y a aussi un autre time qui est arrivé, c'est l'Inzaghi time. Vous avez peut-être pas suivi Inter-Roma, mais l'Inter a bûché sur la défense de la Roma. 83e minute, c'est enfin passé. Et la grande délivrance. Voilà, je vous invite à aller sur le site de Sky Sport pour entendre ma célébration sur le but. C'était assez mythique. On a cassé le micro. Encore une fois. Mais oui, forcément, on est habitué à ça. Mon Thomas, tu connais ça. Ton crack ou ta fraude? Crack, mais est-ce que cette fois-ci, donne-moi l'exception d'en donner 2. Bah, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Pas de problème. On va demander au réalisateur de rajouter 6 minutes. Non, mais justement, je vais être court pour les 2. D'abord, je vais commencer avec le moins original parce que je pense que tout le monde aurait pu le sortir, ici, lors de cette émission par rapport à la semaine dernière. C'est Davy Roof qui arrête 3 pénaltys en une semaine, en 2 matchs. Bon, après, on va pas se mentir, les pénaltys du Standard n'étaient pas forcément très bien tirés, mais il est là, il les prend. Et j'avais vu une statistique sur Twitter passer, c'est l'un des gardiens belges qui arrête le plus de pénaltys. Donc c'est peut-être une option aussi pour l'Euro en 4e gardien, comme les Pays-Bas avaient fait avec Tim Krul, je sais plus quand. Il avait pris pour les pénaltys, il avait changé le gardien à la dernière minute pour faire les penalties. C'est une idée. Ouais, c'est une idée. Sera-t-elle de Tedesco? Je ne pense pas, mais c'est une idée. C'est pas mon idée. Je l'ai lu sur Twitter, mais je la trouvais bien, donc c'est pour ça que je la partage avec tout le monde. Quel amour. Voilà. Quel généreux. Donc voilà. Davy Roof, faut pas en parler plus. Ouais. C'est logique. Mais ma deuxième crack, c'est un joueur, je pense que personne l'aurait sorti. C'est un joueur d'Eupen. C'est Tim Král. Je pense que personne ne le connaît d'ailleurs. Ah, vraiment pas, non. Alors, explique-nous un peu qui est Tim Král. C'est un défenseur central qui est arrivé l'année dernière à Eupen. En provenance de la République tchèque, un championnat qu'on a mentionné tout à l'heure en off. Il est arrivé à Eupen, l'entraîneur à l'époque, je pense c'était qui avant Steele? C'était Stork, je pense, ouais, c'était Stork. Il ne faisait pas confiance, donc ils l'ont pris en début de mercato et à la fin ils l'ont reprêté en République tchèque. Il est arrivé, il est revenu ici cet été. Le nouvel entraîneur lui faisait confiance en préparation, il s'est blessé. Après, il est revenu. Et ici, là, ça fait 2 matchs qu'il est titulaire.
et je le trouve vraiment très fort en défense. Il y avait Davidson qui jouait sur le côté gauche dans la défense à 3. Il a pris sa place depuis 2 matchs et je trouve vraiment qu'il performe très bien. Ses statistiques sont vraiment très bonnes aussi. Il a marqué un but aussi. Il aurait pu en marquer 2 parce que Kofi fait un bel arrêt aussi. Et c'est un défenseur qu'on verra vraiment grandir à travers cette saison, je pense. Eupen qui est une équipe qui défend très bien. Ils ont été quasiment en attaque-défense et dans ce cas-là, c'est eux qui étaient dans la position des défenseurs face à Charleroi. Pas un seul but encaissé. Franchement, c'est bien joué de la part de Et franchement, il a gagné plein de duels, des interceptions, des tacles. Il était important offensivement aussi parce qu'il a marqué un but. Non, c'est un joueur, je pense qu'on doit retenir et on va encore entendre parler cette saison, je pense. Zouir, je te laisse tousser, mais tout à l'heure, tu l'as teasé. C'est qui ta fraude? Bah, j'ai plusieurs fraudes, mais il y a une fraude internationale. Bon, alors on a la catégorie, voilà. Non, on a la fraude internationale. C'est Oriol Romeu de Barcelone. Ok. Qui, quand il est rentré, t'avais l'impression qu'il y a un saboteur qui est rentré parce qu'il a fait aucune course, il a perdu tous les ballons, et puis il a dit à Bellingham, vas-y, c'est bon, fais-toi plaisir, je te suivrai pas, je te laisserai shotter, je te laisserai marquer. Donc, et quand j'ai regardé, parce que je me suis dit peut-être que c'est moi je regardais Twitter, ça a été, à mon avis, il a dû fermer son compte parce que il a du mal dormir, il a du mal dormir. Et donc, respect à son agent qui a réussi à l'amener à 32 ans avec une VMA de Poussin au Barcelone. Ouais. Donc, franchement, ouais, c'est fort. Là, encore une fois, parfois, il y a des agents qui font des miracles. Hein. Ouais, ou peut-être que c'est le frère du coach. Des fois, à Barcelone, ils font des transferts comme ça. Comme quand ils ont ramené Paulinho, là, de Chine, quelques années aussi, toi. Après, Romeu est un ancien du Barça, produit de la Masia, donc peut-être que, mais bon, bref. À l'époque, Romeu était considéré comme une grande pépite à la Masia. C'était quand même un joueur sur lequel posait énormément d'espoir. Finalement, il était parti en Angleterre, je pense, il n'avait pas vraiment réussi. Aujourd'hui, à 32 ans, il a pas sa place sur un classico, tout simplement. C'est peut-être aussi le seul qui pouvait se payer le Barça. On connaît les problèmes financiers énormes justement de la Liga en ce moment. C'est peut-être ça qui posait souci. Ou alors peut-être t'aurais pu proposer un autre joueur à la Porta. T'aurais pu proposer Thomas quand même. Voilà, t'es dit Thomas sans problème. Ah, il aurait la moitié du salaire de Romeu probablement. Sinon, j'ai un crack à citer parce que aussi un crack international. Harry Kane et son but du milieu de terrain, extraordinaire. Sûr. Exceptionnel. Ah ouais, j'ai autant aimé le but que le commentateur de chez Jean-Charles Sabatier. Ouais. Ah, il est exceptionnel, le commentateur de beIN Sport France, effectivement, qui est allé sur un cri du genre Harry Kane, un truc de fou, exceptionnel. À voir sur les réseaux sociaux. Ah ouais, franchement, c'est une très belle, effectivement, un très beau crack. Harry Kane qui pourrait peut-être aider l'Angleterre d'ailleurs à aller chercher l'Euro. Lui et Jude Bellingham, ce sera vraiment hyper intéressant. Hein. Franchement, ça va être excitant tout ça. On se réjouit déjà d'y être dans ce championnat d'Europe. Mais ensuite, c'est votre séquence. Parole de supporters qui arrive. Et oui, parole de supporters sur quoi? Sur le club de la Gantoise. Aujourd'hui, un petit peu spécial. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Tout simplement, est-ce que vous pensez que le club de Bruges, que le KA Gent, est capable de ravir le titre en fin de saison? Alors, on vous a posé la question, forcément, vous avez répondu. On va les écouter, on va les entendre un petit peu, ces tweetos. On a Mensana Incorporo Sané. Non, ça c'est un très bon nom, très intéressant. Un homme sain dans un esprit sain. À l'instant T, cette équipe est favorite avec l'Union, mais la saison est encore tellement longue. Franchement, ils sont impressionnants, nous dit Pierre Setin. Machine bien huilée et équilibrée, noyau stable, l'Union ou Gand. Ça revient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, Thomas? J'aime bien son commentaire. Certes, l'Union c'est aussi une équipe favorite, mais c'est une équipe qui est un peu moins complète que la Gantoise. J'ai fait le test, hein, donc chaque gros club donc du top 6 ici actuel de la Belgique, j'ai essayé de remplacer chaque joueur du 11 de base actuel, et la Gantoise c'est le seul club qui peut aligner une deuxième équipe avec les mêmes qualités, enfin ou presque, parce que bon, c'est pas, y a des bonnes qualités mais pas toujours les mêmes, mais c'est vraiment une équipe qui peut aligner une deuxième équipe qui performe à un très bon niveau. Par exemple l'Union, en défense, s'il y en a un qui se blesse, ils ont que Sykes. Tu vas mettre qui côté gauche? Bon, t'as Leysen, mais je pense pas qu'il est prêt pour le haut niveau. Mais à Gand, t'as vraiment sur toutes les positions, t'as un joueur de qualité qui peut remplacer l'autre.
Alors Florian dit quelque chose d'être extrêmement intéressant pour poursuivre le débat. Le mois de janvier et la CAN vont être cruciaux pour cette équipe. On va perdre Kandus, Torunariga, Fadiga, Nourio, Tissoudali et peut-être Orban pendant la CAN. Il faudra s'activer sur le mercato d'hiver pour ne pas tout perdre. Zohir. Oui, je pense que dans tous les cas de figure, ils vont chercher à prendre au minimum un joueur par ligne. Je pense peut-être derrière 2 joueurs. Mais je vois quand même... Ça va recruter cet hiver alors? Ouais, Okay. ouais, ça va recruter. Juste pour couvrir cette Coupe d'Afrique. Après, on est très tôt, je le redis encore, on est quand même très tôt dans la saison. Et tu peux avoir des clubs qui performent très bien cette période-ci, qui n'avancent plus au mois de mars. Et on sait très bien avec le système de play-off en Belgique que le plus important, c'est d'être bon à partir à l'arrivée du mois de mars, sur la dernière ligne droite. Mais Gand, tels qu'ils sont maintenant, sachant que le coach est le même depuis un petit temps, donc ils connaissent le système. Tu as des joueurs qui sont dans une vraie progression depuis 2 ou 3 ans là-bas. Je pense qu'ils seront pas loin de la coupe en chocolat à la fin de la saison. Xavier, ton avis? Moi, je pense que moi, pareil, il faudra juste voir peut-être où ils vont, le parcours qu'ils font en Europe. Par exemple, s'ils finissent 2e de leur groupe, mais je pense pas, ils ont un tour en plus, donc ils ont beaucoup de matchs. On sait que la saison est longue. Et puis c'est vrai qu'ils ont un gros noyau, comme Thomas le disait, mais au final, quand tu vois, j'adore Gand, mais quand tu vois, c'est toujours presque les mêmes qui jouent. Au milieu de terrain, c'est toujours De Sarkums. Enfin, c'est toujours quasiment les mêmes qui jouent, donc même s'ils ont un gros noyau, il n'y a pas beaucoup de turnover. Et le jour où t'en as un ou l'autre qui est blessé, je sais pas comment ils vont faire. Je suis pas d'accord par rapport à ça, parce que justement, je trouve que Hein van der Broek fait beaucoup de rotations sur les côtés, enfin les sur pistons, les côtés, ouais, mais l'entrejeu c'est toujours la même. En attaque, ils changent tout le temps. C'est vrai que Kums et De Sar, c'est des joueurs que t'enlèves pas, mais il y a un Gandelman que Van der Broek a voulu, qu'il a amené à la Gantoise, c'est lui qui l'a voulu. Donc je pense que c'est un des deux. Il a voulu tous les joueurs, hein, c'est ce qui a causé le départ du chef scout, qui est d'ailleurs un des meilleurs chefs scouts que j'ai connu ici dans le championnat de Belgique, qui n'est autre que Samuel Cardenas. Voilà. Ouais, exact. Non, il y a Gandelman à cette position-là. Il y a aussi Hulsager, il y a Gerkens qui peuvent jouer un peu plus haut au milieu de terrain. Non, je pense que certes, peut-être il manque un milieu de terrain, je suis peut-être d'accord. Un milieu de terrain, mais c'est vraiment la seule position où il n'y a pas un double... Ouais, mais justement, ils les ont, mais en fait, je trouve que malgré qu'ils les ont, t'as toujours quand même le même joueur, toi. Bah, De Sar, il n'a pas joué en Europe 1, par exemple. Il est même pas rentré. Donc, c'est peut-être le premier match qu'il joue pas depuis le début de la saison. Ça, c'est vrai, c'est pour les matchs. Après, un coach va toujours essayer de garder un minimum de stabilité. Donc, il va essayer de pas trop toucher dans l'axe, colonne vertébrale, ou en tout cas de garder toujours 2-3 joueurs systématiquement, à part quand c'est des adversaires relativement faibles en Coupe de Belgique prochainement. Mais je pense qu'il tourne pas mal, et connaissant la philosophie du coach avec les constantes VMA qui surveillent énormément, si un joueur est moins bien, il va aller se reposer tout simplement. Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre du côté clinique d'un Kuipers et surtout du retour en forme d'un Orban qu'on n'a pas beaucoup vu depuis ce début de saison, qui est un petit peu blessé, qui a des petites gênes physiques, qui a aussi raté un transfert, en tout cas n'a pas été transféré cet été. Ça devrait être pour l'été prochain normalement, mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées du côté de la Gantoise. L'arrivée de Sam Barrow comme nouveau patron, la dernière année de Michel Louagie, le directeur général, le côté très présent d'Hein van der Broek au niveau des transferts, ce qui a causé aussi beaucoup de remue-ménage, on l'a dit, avec le départ du chef scout Samuel Cardenas. Ça aussi, ça n'aide pas au niveau de la stabilité pour aller chercher, par exemple, un titre. Là où, par exemple, la seule chose qui a changé du côté de l'Union Saint-Gilloise, qu'on peut critiquer sur bien des égards au niveau de la direction, mais au niveau de la façon dont les choses bougent, c'est quand même plus structuré. Est-ce que là aussi, c'est aussi un avantage qu'on peut donner à l'Union par rapport à Gand, Thomas? Ouais, mais est-ce que ça affecte forcément l'équipe? C'est pas l'impression que j'ai là actuellement. Les mouvements hors équipe, hors noyau, j'ai vraiment pas l'impression que ça affecte le niveau de jeu de la Gantoise, parce que ça joue très bien. Les joueurs ont vraiment confiance en leur coach. Tu ressens vraiment une alchimie entre le coach et le groupe. Et je vais peut-être me répéter, mais vraiment à chaque position, tu as des joueurs que tu peux doubler, quoi. Même le gardien. Et donc maintenant, à ce stade-ci, tu te mettrais Gand champion? Parce que je suis pas forcément convaincu par la défense de l'Union Saint-Gilloise. C'est ça qui me gêne un peu.
j'aime bien les joueurs, les individualités. J'adore Machida, j'adore Burgess et j'adore McAllister, mais je trouve que la complémentarité n'est pas forcément au Ils encaissent tout le temps maintenant. Avant, ils tenaient bien derrière, mais maintenant, tous les matchs, tu sais qu'ils vont encaisser au moins un but. Je suis pas, Ça manque d'un Sibe van der Heyden, Zouir. Comment va-t-il d'ailleurs à Majorque? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Il apprend, il est dans la première phase d'apprentissage un petit peu d'un nouveau championnat, nouvelle langue, nouvelle culture. Il a un temps de jeu assez limité encore, parce que bon, t'as quand même des joueurs qui sont des routiniers, mais par contre, ils sont extrêmement contents de lui, extrêmement contents du travail qu'il fait. Et donc, je pense qu'à un moment, il va saisir sa chance et il sera là dans la continuité, surtout qu'il y a 2 défenseurs à 33-34 ans. Donc, je pense que ils sont en train de laisser le temps de s'adapter. Ce qui est bien dans un club comme Majorque, parce que t'as pas de pression, c'est familial, donc c'est exactement ce qu'il avait à l'Union, mais au soleil. Wait and see. Wait and see, c'est votre nouvelle séquence, bien sûr, comme d'habitude, sur les bruits de couloir et de transfert. On va se retrouver, bien sûr, après cette émission pour un autre format et avec des informations liées à Ortwin de Wolf, Bilal El-Kanous. Il y aura du Justin Lonwake également et du Jonathan David. Vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Un programme assez copieux, comme aujourd'hui, messieurs. Vous avez été fantastiques. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir, comme d'habitude, moi, quand on parle du foot, je suis... T'es avec un expert, en plus. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Exactement, ouais. C'est moi qui étais avec les experts. Et vu que c'est l'agent de Teddy Thomas, j'adore. Voilà, Teddy, tu es la bienvenue quand tu veux. Ça fait toujours plaisir, surtout pour le grand plaisir de Thomas qui viendra avec quasiment l'ensemble Teddy Thomas FC prêt à l'accueillir. Merci beaucoup Zoé. Merci d'avoir été là. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de venir et d'échanger sur le football. Marhaba, comme on dit, tu es toujours la bienvenue chez toi ici. Merci, c'est bon à savoir. Le café était pas mal. Ça fait plaisir. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis quant à vous, on vous retrouve tout simplement la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Ciao, ciao.